conte C, le fameux conte Snow White des frères Jacob et Wilhelm Grimm, a donné lieu à une foule d'adaptations cinématographiques, littéraires et théâtrales. Ce qu'on sait moins, cependant, c'est que la version officielle du conte, elle-même élaborée à partir d'anciens mythes germaniques, est le produit d'une multitude de reformulations et de versions subséquentes, plus ou moins éloignées du texte source, dont l'origine première est par ailleurs discutable. Comme l'explique Catherine Tauvron dans Fortune des contes de Grimm en France, les contes sources sont inscrits dans un contexte socioculturel, un système de valeurs et un projet pédagogique qui, pour une grande part, ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Suivant cette réflexion, on pourrait affirmer que les reformulations plus contemporaines de Snow White reflèteraient mieux la conjoncture et les valeurs actuelles. Dans le cadre de cette communication et en prenant comme objet de référence un album inspiré de la dernière version des Frères Grimm de 1857, je m'intéresserai aux modifications qui ont été apportées à l'ouvrage pour son passage à l'écran, et ce, en m'appuyant sur 5 longs métrages. Je me pencherai d'abord sur le classique Snow White and the Seven Dwarfs des productions Disney, film d'adaptation de David Henn ayant pris l'affiche en 1937, et l'œuvre disneyenne fortement critiquée par les militants féministes au cours des années 1970 sera analysée sous l'angle des Gender Studies. Je présenterai ensuite 4 autres conversions cinématographiques du conte, Snow White réalisé par Michael Burrs, sorti en 1987, Snow White, A Tale of Terror, réalisé par Michael Kahn et paru en 1997, Snow White and the Huntsman de Rupert Sanders, paru en 2012, et Mirror Mirror, également sorti en 2012, du réalisateur Tarsem Singh. Ces différentes adaptations me permettront de faire ressortir diverses dissemblances et similitudes avec le conte originel, de manière à refléter d'une part des idées sociopolitiques plus progressistes, par exemple remise en question de l'industrie de la beauté et de la passivité féminine, mais aussi d'autre part afin de mettre en lumière certaines idées rétrogrades qui tardent à disparaître, comme valorisation d'un système patriarcal et glorification de la beauté normative. Donc, au départ, les contes oraux traditionnels n'étaient pas conçus pour un public enfantin. Ils servaient avant tout à divertir un auditoire adulte et si les enfants, échappant au sommeil, les écoutaient parfois, peu s'inquiétaient alors de l'interprétation que leur progéniture en ferait. Jacques Zipes postule que la production de contes de fées fut encouragée pour donner l'assurance aux adultes que les jeunes enfants seraient bien préparés à remplir un jour leur fonction sociale. C'est l'apparition d'une élite bourgeoise aspirant à asseoir son influence sur la société civile et l'avènement d'un statut particulier de l'enfance qui aurait motivé la mise à l'écrit des contes traditionnels, et ce, afin de fournir aux plus jeunes des modèles de comportement. Ces contes, autrefois empreints d'une mythologie matriarcale, subissent alors un processus de patriarcalisation, modélisant les convictions politiques et sociales de l'époque. Tandis que les héroïnes autrefois courageuses et aventureuses... ça marche pas ma phrase, pas grave. Donc, les héroïnes qui étaient autrefois courageuses et aventureuses sont dorénavant condamnées à attendre passivement leur prince charmant, et les marraines bienfaitrices sont transformées en de vilaines sorcières. Et les héros, quant à eux, après avoir fait preuve de malice et de force, acquièrent prospérité et puissance. Ainsi résume Zipes, l'adaptation de la tradition populaire, acte d'appropriation symbolique, fut une recodification du texte oral pour le rendre acceptable selon les critères du bon goût discursif de la cour française et des salons bourgeois. La première édition des Nursery and Household Tales, parue en 1812, fit de grands remous dans la littérature européenne. Les frères Grimm furent grandement critiqués pour avoir conservé les références incestueuses et sexuelles issues de la tradition orale. Afin d'éviter la censure et de garantir le succès des éditions subséquentes, Jacob et Wilhelm Grimm procédèrent donc à certains réajustements. Je cite Maria Tatter, eliminating references to unwanted pregnancies, introducing marriage before displaying the marriage bed, and explicitly condemning deviant behavior must have gone a long way toward silencing critics and appeasing parental objections to the first edition of the Nursery and Household Tales. It clearly made good commercial sense to move along those lines.
Cette édition plus tard, les contes de Grimm devinrent et restèrent pendant plus d'un siècle parmi les livres les plus populaires. Mais les réécritures des frères Grimm ne firent pas pour autant taire les critiques. Des détracteurs les accusèrent d'avoir travesti les contes traditionnels à des fins commerciales et morales. Par exemple, en transformant la mère en méchante belle-mère, taisant ainsi des conflits oedipiens aussi féconds que révélateurs. Leurs réécritures contribuèrent cependant à faire des contes de fées un genre proprement enfantin. Je cite encore Maria Tater. Wilhelm Grimm rewrote the tale so extensively and went so far in the direction of eliminating off-color episodes that he can be credited with sanitizing folk tales and thereby paving the way for the process that made them acceptable children's literature in all cultures. Certains critiques reprochèrent encore aux frères Grimm de n'avoir pas suffisamment adapté leur texte au public jeunesse. Selon eux, les scènes de violence et de cruauté rendraient l'œuvre délétère pour de jeunes enfants. À ce sujet, Michel-Anne Abaté défend que même si plusieurs passages contenant sexualité, langage douteux et comportements crasses ont été retranchés, les scènes de violence, elles, ont été multipliées et même exagérées avec moult détails morbides superflus. Plus récemment, des féministes ont récusé les stéréotypes toxiques véhiculés par les contes classiques. Il semble en effet, comme nous le verrons sous peu, que leurs choix éditoriaux prennent aujourd'hui des allures réactionnaires. L'histoire des frères Grimm commence... Ça va être de même. L'histoire des frères Grimm commence quand une belle reine, assise au bord d'une fenêtre donnant sur un paysage enneigé, rêvasse en cousant. Quand elle se pique le doigt, 3 gouttes de sang tombent sur la neige. Devant le spectacle du sang rouge contrastant joliment avec la neige blanche, la reine s'exclame « Oh, what wouldn't I give to have a child as white as snow, as red as blood, and as black as ebony. » Peu après que naisse l'enfant à la peau blanche, aux lèvres rouges et à la chevelure noire, la nouvelle maman décède. Un an plus tard, le roi se remarie avec une très belle femme, malveillante et obsédée par la beauté. Chaque fois que celle-ci contemple son reflet dans son miroir magique, elle demande « Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of us all? » Immanquablement, l'objet magique répond « Queen, you are the fairest of them all. » Jusqu'à ce que Blanche-Neige, à 7 ans, atteigne l'âge de raison et que le miroir réponde que la jeune princesse est dorénavant plus belle que la reine. Verte de jalousie, la marâtre enjoint un chasseur d'amener l'enfant dans les bois et de lui ramener son cœur. Mais le chasseur prend pitié de la princesse qui promet de s'enfuir pour ne plus jamais revenir. S'ensuit une longue course effrayante dans la forêt, au terme de laquelle Blanche-Neige se retrouve affamée, épuisée, aux portes d'une petite maison. La table est mise et la princesse se sert dans chacun des 7 couverts avant de s'endormir sur les petits lits. Après la journée de travail, des mineurs verticalement dépourvus rentrent chez eux pour y découvrir la magnifique enfant endormie. Une fois éveillée, Blanche-Neige leur raconte sa triste histoire et les nains lui proposent de l'héberger en échange de travaux ménagers. Lorsque le miroir magique réitère à la reine que Blanche-Neige est la plus belle, la méchante se déguise en vieille mendiante et s'en va rejoindre la maison des 7 nains pour vendre à Blanche-Neige des lacets de soie. Candide, Blanche-Neige laisse entrer la vieillarde qui noue son corset si rapidement et si étroitement que l'enfant s'écroule. Les nains rentrent de la mine, la débarrassent de son corsage et Blanche-Neige revit. La méchante reine, en prenant que Blanche-Neige resplendit toujours, reprend son déguisement pour s'en aller lui proposer des peignes ouvragés. L'innocente princesse, ignorant toujours les recommandations de prudence des nains, tombe raide morte lorsque la méchante reine plonge un peigne empoisonné dans sa chevelure. Les nains la secourent une nouvelle fois. C'est à la 3e et dernière tentative, avec une pomme empoisonnée, que la reine réussit enfin à assassiner Blanche-Neige. Mais les nains, incapables d'ensevelir une telle beauté, lui construisent un cercueil de verre pour la veiller. Un jour, un prince en expédition tombe sous le charme du cadavre de Blanche-Neige, maintenant devenue femme. Et les illustrations le montrent, ça c'est... non, c'est pas... Et là, est dans son cercueil, et elle avait 7 ans, mais là, en mourant, elle a vieilli. Et implore les nains de l'amener avec lui. Au moment où le cercueil est ébranlé par les servantes du roi, le morceau de pomme tombe des lèvres de la princesse qui ressuscite. Le prince promet alors un amour indéfectible à Blanche-Neige qui consent à le suivre jusqu'à son royaume. De son côté, la reine-mère apprend qu'une jeune princesse, toujours plus belle qu'elle, s'apprête à épouser un prince.
Enragée, elle se rend à la cérémonie pour s'apercevoir que la princesse n'est nulle autre que Blanche-Neige. En guise de punition, on chausse alors la reine d'une paire de souliers magiques qui la font danser toujours plus vite jusqu'à la mort. Et l'histoire se termine sur l'excipit suivant. There was great rejoicing in the hall, and Snow White and the prince lived in the palace and reigned happily over the land for many, many years. On va passer à Snow White and the Seven Dwarfs. Donc, d'après Thomas Hinge, Walt Disney stands in relation to the 20th century as the Brothers Grimm did to the 19th century. La reformulation du conte par Disney serait donc à la conjoncture sociale du début du 20e siècle, ce que la version des frères Grimm était pour le 19e siècle. Indeed, Disney's ability to drive toward and realize a specific, not to mention single-minded vision of culture and values is truly impressive, and his version of the fairy tale certainly seems to have cemented itself onto the popular imagination. L'influence de ce premier long métrage fut telle que, dans l'imaginaire collectif, la version disnéenne semble presque avoir supplanté celle des frères Grimm. À l'instar du conte des Grimm, la version disnéenne de Snow White fut l'objet de nombreuses critiques. L'idée commune est que le conte est un dangereux médium qui conditionne les jeunes enfants, supposés cire molle, un miroir des forces qui limitent les femmes, selon Colette Dowling, et un moyen d'acculturer les femmes au rôle traditionnel. Le rôle du prince, accessoire dans la version originale, devient, dans sa version animée, centrale. Dès le début, Blanche-Neige chante « Someday my prince will come ». Elle confie d'ailleurs plus tard au nain attendre fiévreusement son amour princier. Le dit prince est d'ailleurs responsable du dénouement de l'histoire car c'est lui qui la sauve d'un baiser. Pourtant, dans le conte originel, il n'apparaît que comme, et je cite Christiane Collen-Pintado, n'apparaît que comme un truchement qui ordonne, certes rationnellement et moralement, le monde de la jeune fille de telle sorte qu'il devienne son monde, mais qui n'intervient pas dans ses épreuves. Le prince de Disney ici conditionne le récit et la princesse est reléguée à un rôle passif, dépendant d'une force centrifuge masculine. Au commencement du film, Blanche-Neige, vêtue de haillons, et déjà adulte, agit à titre de servante au château. Contrairement à la version des frères Grimm, Blanche-Neige, une fois orpheline, a perdu son titre de princesse. Pour retrouver son ascendance aristocratique, elle devra donc absolument marier un prince. Depuis, le choix de faire passer le stade de puberté à Blanche-Neige est évocateur. Disney prend soin d'éliminer tout sous-entendu pédophile ou incestueux. La fille ne devient une menace pour la reine qu'une fois devenue femme. Édique donc les sous-entendus douteux issus de la tradition orale. La trame narrative de la version disnéenne s'est grandement simplifiée à force d'élagage. Les 3 tentatives de la marâtre pour piéger Blanche-Neige sont réduites à une seule, celle de la pomme empoisonnée, qui réussit d'ailleurs du premier coup. Angela Angelopoulos souligne que, dans le conte de Blanche-Neige, la mise en récit de la répétition des coups mortels constitue un processus cathartique sur le plan imaginaire, au même titre que les rites de passage subis par l'héroïne. Ici, ni processus cathartique, ni rite de passage, la pauvre princesse persécutée, déjà jeune fille, attend uniquement que son prince arrive. Au conte traditionnel, marqué d'une certaine complexité symbolique, se substitue donc une histoire unidimensionnelle. Des procédés humoristiques viennent cependant combler le vide de l'histoire. Aux nains sont conférés des attributs rigolos qui monopolisent le scénario. Doc, le leader, s'enfarge dans ses mots, dopé, muet et maladroit, multiplie les gaffes, Sneezy, en éternuant, provoque de micro-tornades et Grumpy, toujours grognon, finit par rougir des douces attentions de la princesse. Qui plus est, la scène de la punition finale n'apparaît tout simplement plus. Pas de chaussures chauffées à blanc ou de danse mortelle, la marâtre, poursuivie par les nains jusqu'au sommet d'une montagne, est assassinée naturellement. Frappée par la foudre, elle bascule dans un précipice. La morale est à la fois manichéenne et christique, rien n'entache la réputation des gentils, qui toujours sont récompensés, tandis que les méchants, inévitablement, sont punis. Comme nous le verrons, cependant, la bien-pensance morale et la passivité féminine, exagérée dans la reformulation disnéenne du conte, donnent lieu, dans les versions subséquentes de 87, 87 et 2012, à des dynamiques autrement plus complexes et féministes. On va passer à l'autre.
Comme pour répliquer au film d'animation de 1937, 50 ans plus tard, le réalisateur Michael Burns adapte le conte des frères Grimm au cinéma, mais en s'attachant bien davantage au texte source que son prédécesseur. Burns rejette le procédé de l'animation, il offre plutôt une comédie musicale d'acteurs en chair et en os. L'incipit est renversé et le film commence alors que le prince se promène en forêt à la recherche de sa princesse. À l'inverse de la Snow White de Disney, c'est le prince de Burns qui chante qu'un jour, sa princesse viendra. Lorsqu'il découvre la belle morte dans son cercueil de verre, les nains lui racontent sa tragique histoire. Comme dans le conte de Grimm, la mère de Snow White est morte peu après lui avoir donné naissance. Mais avant de trépasser, elle a enjoint son mari de lui trouver vite un remplacement, à l'instar de la reine mourante de Podane. C'est donc en quelque sorte afin de respecter le vœu de son épouse que le roi se remarie. La figure paternelle apparaît pour la dernière fois quand Blanche-Neige s'apprête à suivre le chasseur en forêt. Du moment que sa fille disparaît, le père ne semble plus avoir de raison de participer à l'histoire. Burns rend les personnages masculins accessoires, à l'exception de celle plus centrale des nains. Toutefois, comme dit Patricia Robin dans son article « Il était trois fois Blanche-Neige ou l'âge de la maturité », les nains font figure d'être asexués et ne peuvent être envisagés comme de vrais mâles. Comme dans le conte originel, c'est dès l'enfance que Blanche-Neige devient une menace pour sa belle-mère. Puis, dans son foyer d'accueil, la princesse exilée occupe à la fois le rôle de maîtresse de foyer, de mère de remplacement et de ménagère. Et si elle est réduite à évoluer dans la sphère privée, ce n'est que pour se protéger de sa vindicative belle-mère. Comme dans la version des Grimm, c'est à 3 reprises que la reine-mère tente de piéger la jeune princesse. Sarah Goober et Susan Gilbert soulignent l'importance de ces tentatives de meurtre et des objets utilisés dans le processus. All these objects reflect the importance placed on women's physical appearance as well as their role of feeding, nurturing, and caring for others. At the same time, and in an even more eerie implication, the suffocating stelaces, along with the poison comb and apple, also accurately represent the manner and even the specific methods by which women commit murder in general, and filicide in particular. On peut dire qu'en réintégrant ces 3 tentatives, Burns rétablit des éléments aussi symboliques qu'évocateurs. Par exemple, le fantasme de l'infanticide et les contraintes de la féminité typée. Depuis, le fait que la marâtre doive multiplier les ruses et les stratégies pour tromper Blanche-Neige montre que la passive ingénue des versions précédentes se montre dorénavant plus méfiante et moins crédule. Dans la version des Grimm et de Disney, la méchante se déguise en vieille femme pour berner l'innocente. Là, la marâtre emprunte un costume différent pour chaque tentative. Celui de bohémienne pour les lacets de soie, celui d'étrangère asiatique pour les peignes ajourés et finalement celui de vieille femme claudicante pour la pomme. Le reste de l'histoire suit assez étroitement la trame des frères Grimm, hormis pour la scène finale. La punition de la marâtre n'est pas infligée par la princesse et son prince, mais plutôt par le miroir lui-même qui, se rompant, fait vieillir instantanément la méchante. Une fois arrivée au château, pour confirmer les rumeurs qui courent au sujet du mariage d'une princesse encore plus belle qu'elle, la reine, devenue vieillarde, se ferait un chemin jusqu'aux nouveaux époux. La foule s'amuse de sa laideur et la marâtre, à la sortie de l'église, se change en poussière. C'est donc le miroir magique qui, dans cette reformulation, provoque la mort de sa maîtresse. La voix du miroir, souvent associée à une entité masculine, se fait ici moqueuse, ironique. Ce miroir masculin ne se montre jamais complaisant devant la malfaisante reine et raille son obsession narcissique. Il semble ainsi discréditer son attitude, confirmant que les artifices esthétiques dont elle se sert pour s'embellir demeurent inutiles. La jalousie de la reine-mère l'emmène à sa propre perte et le miroir masculin, arbitre de la beauté des femmes, implose. Il reste que, malgré les critiques sous-jacentes du narcissisme, dans toutes les reformulations de Blanche-Neige, le prince tombe amoureux de la princesse pour le seul compte de sa beauté. Au fond, révèle Jack Zipes, l'histoire exemplifie la compétition féminine résultant d'une, et je cite, culture patriarcale qui monte les femmes contre les femmes afin de gagner la faveur des hommes. Bien qu'il soit difficile d'envisager le film de Michael Burns comme une remise en question radicale des stéréotypes genrés, on constate que sa version se fait beaucoup moins complaisante à l'égard du patriarcat que la version disnéenne ou grimesque. On va changer le film.
Donc, l'univers glauque dépeint par Michael Cohn dans son adaptation cinématographique intitulée Snow White, A Tale of Terror s'adresse clairement aux adultes. La publicité pour le film annonce d'ailleurs « The fairy tale is over ». L'ambiance morbide est mise en place dès le début. Le roi et sa femme enceinte, alors qu'ils se déplacent en carriole à travers les bois, sont attaqués par des loups. Le chariot tombe à la renverse et la reine est empalée sur le cou. Elle supplie alors son mari de sauver l'enfant et celui-ci doit pratiquer une césarienne sur sa femme agonisante. C'est vraiment étrange. L'histoire recommence des années plus tard alors que le roi annonce à sa petite fille Liliana son remariage. Incarnée par Sigourney Weaver, la belle-mère arrive au château accompagnée de son frère aussi muet que sinistre. Le film de Michael Cohn, tout en s'éloignant de la version des frères Grimm, s'approche à certains niveaux de la tradition orale. La Blanche-Neige du film n'a rien à voir ici avec l'innocente jeune fille attendant son prince charmant. Dès l'arrivée de Claudia, c'est-à-dire Sigourney Weaver, la nouvelle reine, l'enfant se montre hostile et récalcitrante à son égard. La belle-mère, quant à elle, fait des efforts pour tisser des liens avec la petite. La situation semble corroborer la thèse de Bruno Bethléem formulée dans The Uses of Enchantment. Le conte ne raconterait pas uniquement l'histoire d'une belle-mère jalouse, mais également celle d'une jeune fille jalouse de sa mère, de ses pouvoirs et de ses avantages. Les allusions incestueuses de la tradition orale font également irruption dans l'ouvrage de Cohn. Alors que Liliana est devenue une belle jeune femme, la reine, elle, est enceinte d'un garçon. La rivalité entre belle-fille et belle-mère se poursuit, atteignant son apogée à l'occasion d'un bal donné pour célébrer l'enfant à venir. Au lieu d'enfiler la robe choisie pour elle par sa belle-mère, Liliana revêt une magnifique tenue ayant appartenu à sa défunte mère. Quand son père l'aperçoit, il tombe des nues, charmé par la copie conforme de son ex-femme, et la nouvelle reine, ravagée par la jalousie, fait fausse couche. Furieuse, elle ordonne alors à son frère d'assassiner Liliana, qu'elle considère comme une menace pour son couple et sa maternité. La relation pseudo-incestueuse entre la fille et son père ne vient toutefois pas seule. Le frère de la reine nourrit un amour peu commun pour sa sœur. Une scène durant laquelle les deux s'embrassent tendrement sur la bouche met au jour cette ambiguïté. Mais lorsque Claudia apprend plus tard la traîtrise de son frère, qui, au lieu de lui rapporter le cœur de la princesse, lui a ramené celle d'un cochon, elle provoque sa mort. Le film de Cohn combine ainsi infanticide et fratricide, comme pour souligner que le péché incestueux toujours est puni. Ici, les relations amoureuses et les tensions sexuelles s'échangent entre belle-mère et belle-fille qui luttent pour séduire les mêmes hommes. En plus du père déchiré entre sa fille et sa femme, l'amoureux Liliana, qui s'appelle Peter, est séduit par l'acariâtre reine. Comme en témoigne Nana Tenakati dans un texte intitulé The Realization of Absolute Beauty and Interpretation of the Fairy Tale Snow White, entre la princesse et la reine, on a parfois l'impression d'avoir affaire à une même femme doublée, déchirée entre l'idéal et la réalité. Et je la cite. Snow White might be regarded in the language of Gierich as the internal other. Effectively, they are separated into the real that conceives the idea of absolute beauty and the ideal that embodies it. The exchange that takes place between the two, mediated by mirror and window, generates the corpse of surpassing beauty that never decays but lies inaccessible behind the glass coffin. La version de Cohn, tout en alliant violence grimesque et allusion incestueuse de la tradition orale, exemplifie la relation complexe entre deux femmes à la fois semblables et rivales. These figures are not separate and distinct characters, but rather competing forms of female identity imposed on women by patriarchal Western culture. The innocent, beautiful angel and the mean, ugly witch. Particulièrement remarquable dans A Tale of Terror, cette similarité est reflétée par le recoupement de leurs situations et de leurs attitudes respectives. Fortes, belles, rebelles, elles séduisent les mêmes hommes, se détestent mutuellement et désirent la mort l'une de l'autre. Liliana, la Blanche-Neige de Michael Cohn, n'a donc rien à voir avec l'éplorée passive de Disney ou avec la douce de Burst. Elle provoque sa belle-mère en refusant sa nouvelle filiation, séduit son père et provoque la mort de son demi-frère. Ainsi, la version de Cohn raconterait non seulement, comme en témoigne Shuli Barzilay,
l'histoire de la lutte d'une mère pour affronter les difficultés de la vie parentale, du vieillissement et ultimement du laisser-aller, mais aussi le refus d'une enfant de partager sa famille avec une autre femme qu'elle. La Blanche-Neige de Conne est provocatrice, vindicative et n'a pas froid aux yeux. On va passer à... voilà. Je vais parler des deux films de 2012 en même temps. Toutes deux parus en 2012, les adaptations de Rupert Sanders et de Tarsem Singh proposent, malgré leurs différences formelles, une Blanche-Neige analogue. Une combattante au fort de iré d'agentivité, fortement éloignée du personnage typé du conte source. Mirror Mirror représente la version contemporaine, biscornue, et épidermique et meringuée de Blanche-Neige, alors que Snow White and the Huntsman de Rupert Sanders en propose une transposition noire, tourmentée, gothique et glauque. Les variantes de Sanders et Singh, tout en prenant une grande liberté par rapport à la Blanche-Neige basique des frères Grimm, revient en quelque sorte à la princesse active et aventureuse de la tradition orale matriarcale. Les Blanche-Neige de 2012 sont plus féministes et puissantes que jamais. Celle de The Huntsman se transforme en espèce de Jeanne d'Arc, dirigeant une armée luttant contre les forces maléfiques de la reine. Celle de Mirror Mirror, après un entraînement chevaleresque ninja organisé par les nains, porte secours aux pauvres princes en danger. Selon Patricia Robin, les versions de 2012 partagent, avec la version animée de 1937, le thème de la psychose de la beauté. Chez Disney, elle est simplement associée à une rivalité épidermique. Dans Mirror Mirror, elle symbolise la jeunesse et la richesse, alors que dans Snow White and the Huntsman, elle symbolise l'éternité et la puissance. Le concept de beauté prend cependant une valeur différente chez Sanders et Singh. Dans The Huntsman, le personnage de Blanche-Neige est développé de façon à souligner son courage et son abnégation. Incarnée par Kristen Stewart, Blanche-Neige ne craint pas de se salir pour venir au secours d'une communauté de femmes qui se sont volontairement défigurées pour se protéger de la jalousie de la reine-mère. Le miroir magique annonce à la méchante Raveena, incarnée par Charlize Theron, que Blanche-Neige est destinée à la détruire, à moins que celle-ci ne consume son cœur. En d'autres termes, c'est en absorbant le cœur de cette princesse, encore plus belle en dedans qu'en dehors, qu'elle pourra asseoir définitivement son pouvoir et s'assurer une beauté éternelle. Ainsi, il ne suffit pas à Raveena de tuer des jolies jeunes femmes pour devenir immortelle, puisque la beauté intérieure reste un atout supérieur. C'est d'ailleurs grâce à son cœur pur que Blanche-Neige parviendra à amadouer le méchant troll menaçant sa vie et celle du chasseur. Le message du film se fait clair, il ne suffit pas que d'être la plus belle pour gagner. Je vais changer une dernière fois. Oui. Dans la version de Singh, la beauté est parfois emblème de ridicule. Ainsi, la reine incarnée par Julia Roberts s'exclame lorsqu'elle voit apparaître devant elle le jeune prince à moitié nu. « Oh, for the love of God, can someone please give this man a shirt so I can concentrate? » Le prince est ainsi objectifié par sa beauté, apparaissant, selon Robin, comme un pion métrosexuel sans envergure. Le film ridiculise également les moyens entrepris par les femmes refusant de vieillir. Une scène loufoque montre Julia Roberts subissant de multiples traitements de beauté, mixture de crottes d'oiseaux pour rajeunir son visage, piqûre d'abeilles pour faire gonfler ses lèvres et attaque de scorpions pour raffermir sa chair. La scène est un clin d'œil manifeste aux moyens entrepris par les femmes pour suivre les dictats de beauté qui pèsent sur elles. Bien que la Blanche-Neige de Singh, interprétée par Lily Collins, soit tout aussi séduisante que les autres, celle-ci souhaite clairement renverser le stéréotype voulant que le prince doit sauver la princesse. Ainsi dit-elle avant de s'en aller seule sauver le royaume, « You know, all that time locked up in the castle, I did a lot of reading. I read so many stories where the prince always saves the princess at the end. It's about time we change that ending. » À la dimension esthétique qui est au cœur de l'histoire de la rivalité entre belle-mère et belle-fille, se superpose dans les versions de 2012 une épopée politique. La méchante reine a détruit le royaume, torturé ses sujets, et il revient à Blanche-Neige de la vaincre pour restaurer la paix. Les batailles finales confrontent méchante reine et bienveillante princesse, et chaque fois, le royaume est sauvé. L'avenir du royaume, bon ou mauvais, tombe donc entre les mains des femmes. Leur rôle est capital, tandis que celui des hommes reste bien secondaire. Serait-ce là un signe de réinstauration du pouvoir féminin, un message comme quoi l'agentivité et la participation féminine sont nécessaires à la bonne marche du monde? J'achève, je sais que c'est long, j'achève.
L'analyse de ces 5 longs métrages, en regard du conte des frères Grimm, nous en apprend sur l'évolution idéologique et la déconstruction progressive des stéréotypes de genre. La patriarcalisation du conte de fées amorcée au 17e siècle jusqu'au début du 20e siècle et qui atteint des sommets vertigineux avec Snow White and the Seven Dwarfs semble se raverser à partir des luttes féministes des années 70, déconstruisant certains stéréotypes et clichés traditionnels. Mais, comme le défend Sylvie Cormier, la bataille pour la rééquilibration des genres est loin d'être gagnée. Le gommage des stéréotypes classiques a pu laisser, je la cite, le gommage des a pu laisser croire à un rééquilibrage des représentations. Il n'en est rien. Le système de genre, des rapports inégalitaires entre les personnages de sexe masculin et féminin, perdure, ne reposant plus sur une distinction de sexe immédiatement repérable, mais sur une construction plus subtile dont 3 éléments clés sont un déséquilibre numérique en matière d'âge et de sexe, le réseau de relations qui impose une place et établit des rapports de pouvoir, des écarts entre les sexes et entre les âges et les sexes qui dessinent une ligne de partage, de surcroît mouvante selon les corpus. En d'autres termes, si la grossièreté apparente des clichés traditionnels tend à s'amoindrir, les déséquilibres genrés prennent aujourd'hui des formes plus subtiles et abrasives. En se mutant, les stéréotypes deviennent encore plus pernicieux et difficiles à abattre. Finalement, on constate que plus on se rapproche de notre époque et plus les reformulateurs des contes classiques prennent des libertés par rapport à l'histoire des frères Grimm. Ça marche pas ma phrase. Là non plus, ça marche pas. Mais c'est pas grave. Y aurait-il là, inconsciemment, une tentative, bien que complète, de rematriarcalisation des contes? Si on pourrait avoir tendance à le croire, il reste que le conte de Blanche-Neige glorifie la beauté physique au détriment de la laideur. Qu'on s'appuie sur le texte source, sur le conte des frères Grimm ou sur les adaptations de Cohn, Burrs, de Singh ou de Sanders, l'essentiel du message reste le même et il semble aller comme suit. Jeune fille, si vous voulez trouver chaussures à votre pied ou si vous voulez vous sortir des pires impasses, vous avez intérêt à être jolie.